15 ans après, personne ne le sait. Cet homme est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants. Et depuis, il a littéralement disparu de la surface de la Terre. 1 an avant les faits, il l'avait déjà écrit. Dans un mail à des amis, il confie qu'il croule sous les dettes et qu'il ne voit que 2 issues si tout s'effondre. Un accident de voiture ou un incendie pendant que tout le monde dort. 1 an avant. Ce n'est pas un homme qui craque un soir d'avril. C'est un homme qui porte ce projet depuis 12 mois et qui, un jour, décide simplement que c'est le moment. De l'extérieur, pourtant, tout respire la réussite. Un nom à particules. Une maison à Nantes. Une femme, 4 enfants. Mais derrière la façade, l'homme s'enfonce. Son entreprise coule. Il emprunte à sa maîtresse, à ses proches, dans l'héritage de sa femme. Et début avril 2011, il commence les préparatifs. Il s'inscrit à un stand de tir. Il s'entraîne avec une arme du même modèle que celle qui va tuer sa famille. Il achète du ciment, une bêche, une houe, puis 4 sacs de chaux. Un homme qui prépare son jardin penserait n'importe qui. Sauf que la chaux, ça ne sert pas à planter des fleurs. Ça sert à faire disparaître un corps. Le dimanche 3 avril, toute la famille dîne au restaurant, puis va au cinéma. Un fils manque à l'appel. Un père qui sourit, qui paie l'addition. Et pendant qu'il sourit, il sait déjà. Le ciment est déjà acheté. Le trou existe déjà, quelque part dans sa tête. Cette nuit-là, il tue sa femme et 3 de ses enfants. Il reste un fils, Thomas. Il l'appelle. Il lui demande de rentrer. Prenez un instant pour réaliser ce que ça veut dire. Un homme qui vient de tuer sa femme et 3 de ses enfants décroche son téléphone, compose un numéro et dit à son dernier fils « Rentre à la maison ». Sa voix ne tremble pas. Ce n'est plus un homme qui craque. C'est un homme qui coche une liste. Cette nuit-là aussi, Thomas meurt. Il écrit au collège de ses plus jeunes enfants, à l'employeur de sa femme. La famille part en mutation, en Australie. À 9 proches, une autre version. Ils sont partis aux États-Unis. Lui-même, explique-t-il, serait un agent secret américain et sa famille aurait dû être exfiltrée. 2 lettres différentes, 2 mensonges différents. Un homme capable d'inventer 2 histoires distinctes, pour 2 publics distincts, dans les heures qui suivent de le meurtre de sa propre famille, n'est pas un homme qui perd le contrôle. C'est un homme qui gère un planning. Et ce calme, ce sang-froid, cette maîtrise à chaque étape, ça ne ressemble pas à un père qui a craqué. Ça ressemble à un professionnel, quelqu'un qui a l'habitude, qui sait exactement dans quel ordre faire les choses sans jamais trembler. Et 2 jours après les meurtres, alors que les corps reposent déjà sous la terrasse fraîchement recouverte, un huissier de justice sonne à la porte. Il réclame 20 000 €. La dette qui l'a peut-être conduit jusqu'ici continue de courir après une maison vide. Le 10 avril, il quitte Nantes. Un trajet réfléchi, presque tranquille. Blagnac, Le Pontet, Roquebrune-sur-Argens. Le 14 avril, il retire 30 € à un distributeur, une somme dérisoire. Presque un symbole, comme une dernière preuve volontaire qu'il était encore là. Le lendemain, une caméra le filme une dernière fois, à 16h10, quittant à pied le parking d'un hôtel. Depuis cet instant précis, plus rien. Pendant ce temps, à Nantes, les volets restent fermés. Des jours durant, personne ne s'inquiète vraiment. Le 21 avril, les policiers fouillent enfin le jardin. Et voilà ce qui, pour moi, résume toute cette affaire. Un homme capable de planifier son mensonge jusqu'au moindre détail. Capable d'inventer 2 versions différentes pour 2 publics différents. Capable de calculer chaque kilomètre de sa fuite. Cet homme-là se fait trahir par une gamelle de chien mal placée. Une policière remarque juste qu'elle est coincée, à un endroit où elle ne devrait pas être. Elle soulève le matelas, du ciment frais. 5 corps, Agnès et ses 4 enfants. Peu importe la perfection d'un plan, il y a toujours une fissure. Le père, lui, reste introuvable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et il y a un détail qui devrait, je pense, vous mettre encore plus en colère. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, Xavier Dupont de Ligonnès n'est officiellement recherché que comme témoin, pas comme suspect, pas comme accusé. Un homme soupçonné d'avoir exécuté 5 personnes, dont 4 enfants,
et le système judiciaire français ne peut, sur le papier, le qualifier que de témoin. Comment est-ce seulement possible? Un mandat d'arrêt international est émis. Plus de 900 signalements arrivent depuis, partout en France, parfois à l'étranger. Aucun n'a jamais abouti. Si cette histoire vous marque, likez la vidéo, abonnez-vous.